Au XIVe siècle, l'Empire du Mali règne en maître sur l'Afrique de l'Ouest. S'étendant du Sahara aux forêts tropicales, il est l'un des plus vastes et des plus prospères royaumes du monde. La richesse de ses terres, son or en abondance et son réseau commercial qui s'étend jusqu'au Moyen-Orient et l'Europe en font une puissance incontournable. Au cœur de cet empire florissant, un souverain se distingue par son ambition et son audace. Mansa Aboubakari II. Héritier d'un empire à son apogée, Aboubakari II ne se contente pas d'administrer les richesses et d'assurer la stabilité de son royaume. Il nourrit une vision bien plus grande, repousser les limites du monde connu. Contrairement aux Européens du Moyen Âge, qui croient encore que l'Atlantique est une mer sans fin, Aboubakari II sait que cet océan cache d'autres terres. Inspiré par les savants de Tombouctou et les géographes du monde islamique, il est persuadé qu'une civilisation pourrait exister au-delà de l'horizon. Il ne s'agit pas d'une simple légende. En 1311, Aboubakari II prend une décision qui bouleversera l'histoire. Il abdique le trône du Mali, confie le pouvoir à son frère Mansa Moussa et met en place la plus grande expédition maritime jamais menée par un souverain africain. Une flotte de 2000 navires, équipés de vivres, d'or et d'hommes déterminés, quitte les côtes ouest-africaines pour un voyage sans retour. À une époque où les grandes explorations européennes n'ont pas encore commencé, cet empereur entreprend l'impensable, traverser l'Atlantique. Ce documentaire plonge au cœur de cette incroyable odyssée. Qui était réellement Mansa Aboubakari II? Pourquoi a-t-il renoncé à son trône pour un voyage aussi périlleux? Quels sont les indices qui prouvent que lui et son expédition ont pu atteindre le continent américain bien avant Christophe Colomb? En s'appuyant sur des sources historiques, des découvertes archéologiques et des récits oubliés, nous allons dévoiler l'histoire d'un roi visionnaire et de son ambition sans limite. Une épopée fascinante qui remet en question tout ce que l'on croit savoir sur la découverte du Nouveau Monde. Au début du XIVe siècle, l'Empire du Mali s'impose comme l'une des civilisations les plus prospères et influentes de son temps. Héritier des grandes dynasties ouest-africaines, il contrôle un territoire vaste, s'étendant de l'Atlantique jusqu'aux confins du Sahara. Cette terre, riche en or et en ressources naturelles, est le centre névralgique du commerce transsaharien, reliant l'Afrique de l'Ouest au Maghreb, au Moyen-Orient et même à l'Europe. Les caravanes de dromadaires traversent les dunes du désert, transportant or, sel, ivoire et esclaves en échange de textiles, d'armes et de produits exotiques venus d'ailleurs. L'ascension de l'Empire du Mali trouve ses racines dans la légendaire épopée de Soundjata Keïta. Ce chef visionnaire, après avoir vaincu le redoutable roi Soumoro Kanté en 1235, fonde un empire fondé sur l'unité, la prospérité et un système politique structuré. La charte du Mandin, établie sous son règne, est l'un des premiers textes juridiques au monde prônant l'égalité et la protection des droits humains. Mansa Aboubakari II est issu de cette lignée prestigieuse. Descendant direct de Soundjata Keïta, il accède au trône dans un contexte où l'empire est à son apogée. Son règne s'inscrit dans la continuité de la consolidation du pouvoir malien, mais avec une ambition qui dépasse celle de ses prédécesseurs, explorer l'inconnu et repousser les limites de son royaume au-delà des terres connues. Le Mali, sous Mansa Aboubakari II, n'est pas qu'une puissance économique. Son influence diplomatique et culturelle rayonne à travers le monde islamique et au-delà. La cour impériale accueille des émissaires d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et même d'Europe. La réputation de l'Empire est telle que les plus grandes puissances cherchent à entretenir des relations commerciales et diplomatiques avec lui. L'Empire du Mali est également un centre de diffusion de la connaissance. Les érudits de Tombouctou et Djenné échangent avec les plus grands penseurs arabes et perses, faisant circuler les savoirs en astronomie, médecine, mathématiques et géographie. C'est précisément dans ce climat intellectuel que germe l'idée d'une expédition transatlantique. Mansa Aboubakari II nourrit des récits des savants arabes qui affirment que l'Atlantique n'est pas une frontière mais un passage vers d'autres terres, décide de passer à l'action. Au XIVe siècle, alors que l'Europe est encore enfermée dans ses dogmes médiévaux et que les navigateurs occidentaux n'osent s'aventurer au-delà des côtes connues, l'Empire du Mali se distingue par son ouverture intellectuelle et scientifique. Au cœur de cette effervescence, Mansa Aboubakari II puise son inspiration dans les savoirs géographiques et astronomiques du monde islamique qui lui révèlent une vérité fascinante.
L'Atlantique n'est pas une barrière infranchissable, mais une voie menant vers d'autres terres. L'Empire du Mali, intégré au vaste monde islamique, bénéficie des avancées des géographes et astronomes arabes. Dans les grandes villes comme Tombouctou et Djenné, les savants étudient les manuscrits de penseurs tels qu'Al-Masudi, Al-Idrissi, Al-Farghani et Ibn Battuta. Ces érudits ont depuis longtemps établi que la Terre est sphérique et que les océans relient les continents. Les ouvrages conservés dans les bibliothèques maliennes relatent des récits de navigateurs ayant exploré des terres inconnues et mentionnent les puissants courants marins qui entraînent les bateaux vers l'ouest. Certains textes parlent de marins ayant aperçu des îles mystérieuses, tandis que d'autres décrivent des échanges commerciaux entre peuples inconnus et voyageurs arabes. Pour Aboubakari II, ces connaissances sont une révélation. Il est convaincu que d'autres terres existent au-delà de l'horizon. Les savants de Tombouctou débattent depuis longtemps des travaux de géographes comme Al-Idrissi et Al-Masudi qui avancent l'idée que l'océan Atlantique n'est pas une mer sans fin, mais un passage vers d'autres territoires. Al-Masudi évoque des récits de navigateurs andalous et berbères qui auraient été entraînés par des courants vers des îles lointaines. Al-Idrissi, quant à lui, cartographie avec précision le monde connu et laisse entendre qu'un vaste espace inexploré existe au-delà de l'Atlantique. Cette idée fascine Aboubakari II. Il comprend que les courants océaniques pourraient permettre une traversée vers ces terres inconnues. Contrairement aux Européens qui craignent le vide de l'Atlantique, lui voit une opportunité d'expansion, une nouvelle frontière à conquérir sans recourir à la guerre. Mais pourquoi un empereur, à l'apogée de sa puissance, serait-il prêt à abandonner son trône pour une expédition aussi risquée? Aboubakari II est un souverain atypique. Là où d'autres rois cherchent à consolider leur pouvoir en étendant leur territoire par la guerre, lui veut marquer l'histoire autrement. Il voit dans la navigation un moyen d'accroître l'influence du Mali et d'ouvrir une nouvelle route commerciale qui surpasserait celle du Sahara et de la Méditerranée. Mais son ambition ne se limite pas à l'enrichissement matériel. Il veut devenir le premier souverain africain à étendre son empire au-delà du continent. Il veut prouver que l'Afrique n'est pas seulement un centre de richesse, mais aussi un foyer de connaissances et d'exploration maritime. Pour lui, partir à la découverte du monde est un devoir, une mission historique qui pourrait changer à jamais le destin de son peuple. Contrairement aux idées reçues, la traversée de l'Atlantique n'est pas un pari insensé. Les courants marins facilitent la navigation vers l'ouest. Le Canary Current, un puissant courant qui longe les côtes africaines avant de se diriger vers les Caraïbes et l'Amérique du Sud, pourrait emporter des navires maliens jusqu'aux terres inconnues. Ce même courant est celui qui guidera Christophe Colomb 2 siècles plus tard. Les navigateurs arabes et berbères connaissent ces phénomènes marins et en parlent dans leurs récits. Ils savent que les vents et les courants peuvent mener un bateau vers de nouvelles terres. Il est donc tout à fait possible qu'Aboubakari II et ses équipages aient utilisé ces connaissances pour planifier leur expédition. Ainsi, nourris par les savoirs des grands géographes, inspiré par la tradition intellectuelle de Tombouctou et motivé par une ambition hors du commun, Mansa Aboubakari II prend la décision la plus audacieuse de son règne. Il va construire une flotte et partir à la conquête de l'Atlantique. L'ampleur du projet d'Aboubakari II est sans précédent. Il ordonne la construction de 200 navires, chacun conçu pour résister aux épreuves d'un voyage incertain. Les plus grands artisans du Mali et des régions avoisinantes sont mobilisés. Ingénieurs navals, charpentiers, marins expérimentés et stratèges en navigation. La sélection des équipages est méticuleuse. Le Mansa ne veut que les plus aguerris. Marins venant du fleuve Niger et des côtes du Sénégal, pêcheurs et navigateurs formés au mystère des marées. Il recrute également des astronomes, des cartographes et des traducteurs, car il espère établir des relations avec les peuples qu'il rencontrera. Les préparatifs durent plusieurs années. Chaque navire est chargé de vivres pour 2 ans, mil, fognons, riz, viande séchée, poissons salés et réserves d'eau douce. De l'or est embarqué en grande quantité, preuve du prestige malien, destiné au troc avec d'éventuelles civilisations inconnues. Les navires utilisés par Aboubakari II sont un mélange de plusieurs traditions maritimes. Inspirés des bateaux égyptiens et des grandes pirogues mandingues, ils sont conçus pour affronter les hautes vagues de l'Atlantique. La coque en bois de baobab est renforcée avec des fibres de raffia et du goudron naturel pour l'étanchéité. Les bateaux sont équipés de voiles en coton et en lin, fabriqués par les artisans de Djenné. Ils disposent aussi de rames massives,
essentiel pour maintenir la direction lorsque les vents se montrent capricieux. Chaque navire est accompagné d'une embarcation plus petite destinée à la reconnaissance et aux urgences en mer. L'expédition quitte la côte en un matin de 1311. Depuis l'embouchure du fleuve Sénégal, la flotte s'élance vers l'ouest, profitant des alizés et du courant des Canaries. Les marins chantent les louanges du Mansa tandis que le rivage africain disparaît à l'horizon. Les premières semaines de navigation sont favorables. Le soleil brûlant guide les équipages le jour, tandis que la position des étoiles leur permet de garder le cap la nuit. Les marins, bien entraînés, naviguent en formation serrée, suivant les ordres des amiraux désignés par Aboubakari II. Mais à mesure que l'expédition avance, les défis s'accumulent. L'Atlantique se révèle plus impitoyable qu'aucun d'eux ne l'avait imaginé. Des courants imprévisibles apparaissent, entraînant certains navires loin de la formation principale. Des vents soudains brisent les mâts, forçant les équipages à des réparations d'urgence. Après plusieurs mois en mer, un seul navire revient en Mali, portant à son bord un capitaine hagard. Il est aussitôt conduit devant Mansa Aboubakari II pour raconter ce qui s'est passé. Le capitaine décrit une scène terrifiante. À des milliers de kilomètres des côtes africaines, la flotte a rencontré ce qu'il appelle un fleuve dans l'océan. Ce courant, puissant et incontrôlable, a englouti les navires un à un. Seul son bateau, dernier de la file, a réussi à faire demi-tour avant d'être aspiré. Aboubakari II, loin d'être découragé par cette nouvelle, voit dans ce récit une confirmation. Au-delà de ce courant, quelque chose existe. Il n'y a aucun doute dans son esprit. Les autres navires n'ont pas tous péri, certains ont dû atteindre l'autre rive. Le destin des 200 navires reste un mystère. Plusieurs théories existent. Certains historiens pensent que la flotte a simplement été engloutie par l'Atlantique, incapable de résister aux courants et tempêtes. L'hypothèse la plus crédible est que certains bateaux ont été emportés par les courants jusqu'aux Caraïbes ou aux côtes d'Amérique du Sud. Des témoignages d'indigènes d'Amérique font état de l'arrivée d'étrangers à la peau sombre avant Christophe Colomb. Loin d'être dissuadé, Aboubakari II considère cet échec comme un premier pas vers un plus grand exploit. Il commence alors à planifier une seconde expédition. Cette fois, il prendra lui-même la mer. Aboubakari II n'est pas un roi ordinaire. Son ambition dépasse la simple administration d'un empire prospère. Il voit plus grand que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Tandis que les souverains du monde médiéval se contentent d'étendre leur territoire par la guerre, lui veut repousser les limites du monde connu. Loin de voir la perte des 200 navires comme un échec, il considère cela comme une preuve que la traversée est possible. Les courants ont peut-être emporté une partie de sa flotte, mais quelque part, sur l'autre rive, certains de ses hommes ont pu accoster. Il est persuadé que la route vers ces terres inconnues existe réellement et qu'il est de son devoir de la suivre. Mais cette fois, il ne fera pas les choses à moitié. L'ampleur de cette deuxième expédition est inédite. 2000 navires sont construits pour ce nouveau voyage, un exploit logistique monumental. Le projet mobilise l'ensemble de l'Empire du Mali. Les charpentiers de Djenné et du pays mandingue bâtissent des navires plus résistants, inspirés des techniques égyptiennes et berbères. Les artisans tissent des voiles solides en coton malien. Les meilleurs navigateurs du fleuve Niger et de la côte sénégalaise sont recrutés. Un plan de ravitaillement est mis en place. 1000 bateaux sont dédiés au transport des vivres, tandis que 1000 autres transportent les explorateurs et les familles. Car cette fois, Aboubakari II ne veut pas seulement envoyer des éclaireurs, il veut fonder une colonie. Des familles entières embarquent, accompagnées d'artisans, de guerriers, de traducteurs et de savants. On transporte du bétail, des graines et de l'or. Preuve que cette expédition n'est pas un simple voyage d'exploration, mais une tentative de peuplement. Avant de partir, Aboubakari II prend une décision qui choque son entourage. Il abdique. Jamais un roi malien n'a renoncé volontairement au pouvoir. Il confie son empire à Mansa Moussa, qui deviendra l'un des plus célèbres souverains de l'histoire du Mali. Son choix est clair, il préfère l'inconnu à la stabilité d'un trône. Le jour du départ, les côtes du Sénégal sont envahies par une foule immense venue assister à cet événement sans précédent. Sous les tambours et les chants, 2000 bateaux glissent sur l'eau, portés par le courant, en direction de l'Atlantique. Après son départ, Aboubakari II ne reviendra jamais. Aucun document officiel ne mentionne son retour et Mansa Moussa prend définitivement le pouvoir.
Mais que s'est-il passé après son embarquement? Plusieurs hypothèses existent. Comme la première expédition, la flotte aurait pu être emportée par les courants et les tempêtes. Certains historiens et chercheurs suggèrent que les Maliens ont atteint le continent américain, s'intégrant aux populations locales. Des légendes amérindiennes évoquent l'arrivée de navigateurs noirs bien avant Christophe Colomb. L'histoire officielle attribue à Christophe Colomb la découverte des Amériques en 1492, mais plusieurs indices suggèrent que des navigateurs africains ont atteint ces terres bien avant lui. Des témoignages indigènes, des artefacts archéologiques et des traces linguistiques pointent vers une présence africaine en Amérique bien avant l'arrivée des Européens. Plusieurs chroniques et récits oraux des peuples indigènes d'Amérique font état d'étrangers à la peau sombre arrivés sur leurs côtes avant Christophe Colomb. Les peuples taïnos des Caraïbes, les Arawaks et certaines tribus d'Amérique centrale parlent de visiteurs venus de l'Est, ayant apporté de l'or et des techniques nouvelles. Bartolomé de Las Casas, chroniqueur espagnol du XVIe siècle, rapporte que les indigènes des Antilles racontaient comment des hommes noirs, arrivés bien avant les Européens, leur avaient appris à fondre et travailler l'or. Ces visiteurs étaient décrits comme portant des armes et des objets fabriqués à partir d'un métal spécifique, le guanin, un alliage d'or, de cuivre et d'argent utilisé en Afrique de l'Ouest. Les propres écrits de Christophe Colomb fournissent des indices troublants. Lors de son troisième voyage en 1498, il écrit dans son journal que les habitants de l'île d'Hispaniola, actuelle Haïti et République dominicaine, lui ont parlé de nègres qui étaient arrivés avec des marchandises en provenance d'Afrique. De plus, certaines armes trouvées chez les indigènes étaient faites de guanin, un métal dont la composition chimique est identique à celui utilisé par les forgerons maliens. En 1502, lors de son quatrième voyage, Colomb lui-même rapporte avoir vu des canots indigènes transportant du coton et de l'or en grande quantité, similaires à ceux d'Afrique de l'Ouest. Ces indices suggèrent que des contacts commerciaux entre l'Afrique et les Amériques ont existé avant les expéditions européennes. L'un des indices les plus célèbres est la découverte des colossales têtes sculptées Olmec, datant d'environ 900 avant Jésus-Christ. Ces sculptures, trouvées au Mexique, présentent des traits faciaux distinctement africains, nez épatés, lèvres épaisses et morphologie rappelant celle des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Les Olmecs, considérés comme la première grande civilisation mésoaméricaine, auraient pu être en contact avec des explorateurs africains. L'hypothèse d'une influence africaine est soutenue par plusieurs anthropologues, bien que rejetée par certains chercheurs eurocentrés. Des analyses métallurgiques réalisées sur des objets trouvés dans les Caraïbes et en Amérique centrale ont révélé la présence d'or provenant de l'Afrique de l'Ouest. Le guanin, dont les caractéristiques sont spécifiques aux alliages utilisés par les forgerons du Mali, a été identifié sur plusieurs artefacts retrouvés en Amérique précolombienne. L'hypothèse d'une interaction entre les navigateurs africains et les peuples indigènes est renforcée par des similitudes linguistiques troublantes. Certains mots des langues mandingues, parlées dans l'Empire du Mali, ont été retrouvés dans des dialectes des Caraïbes et d'Amérique centrale. Par exemple, le mot djeli, conteur ou sage en Afrique de l'Ouest, ressemble au terme karajo utilisé par les Arawaks pour désigner une personne importante. Des termes liés à la navigation et au commerce ont des équivalents similaires en mandingue et dans certaines langues autochtones d'Amérique du Sud. Avant l'arrivée des Espagnols, certaines cultures agricoles africaines étaient déjà présentes dans les Amériques. Le coton, cultivé par les Mayas et les Aztèques, présente des variétés identiques à celles d'Afrique de l'Ouest. D'autres plantes comme le millet et certaines espèces de haricots, typiques du Sahel, ont été retrouvées en Amérique du Sud bien avant l'arrivée des Européens. Ces similitudes suggèrent des contacts prolongés entre les Africains et les populations indigènes américaines. L'échange de connaissances agricoles aurait pu accompagner les contacts maritimes initiés par les navigateurs maliens. Depuis plusieurs décennies, la question d'une présence africaine en Amérique avant Christophe Colomb divise historiens, anthropologues et archéologues. Certains chercheurs, comme Ivan van Sertima et Gaussou Diawara, soutiennent que les navigateurs africains ont atteint le continent américain bien avant 1492. D'autres, en revanche, rejettent cette théorie, arguant d'un manque de preuves tangibles. Mais pourquoi cette hypothèse suscite-t-elle tant de débats? Et pourquoi l'histoire officielle n'a-t-elle jamais pleinement intégré ces découvertes? L'un des chercheurs les plus influents à avoir défendu l'idée d'une présence africaine en Amérique précolombienne est Ivan van Sertima.
un anthropologue et historien guyanien. Dans son ouvrage « They Came Before Columbus » 1976, il compile des preuves archéologiques, linguistiques et culturelles suggérant que des Africains ont traversé l'Atlantique bien avant les Européens. Parmi ces arguments les plus marquants, les têtes Olmec, ces sculptures colossales retrouvées au Mexique et dont les traits ressemblent fortement à ceux des peuples d'Afrique de l'Ouest. Les récits autochtones mentionnant des visiteurs noirs arrivés sur les côtes américaines avant Colomb. La présence du guanin, un alliage métallique utilisé par les forgerons maliens, retrouvé dans des artefacts en Amérique centrale. Les liens linguistiques entre certaines langues mandingues et les dialectes indigènes d'Amérique latine. Dans les années 2000, le chercheur malien Gaussou Diawara pousse l'hypothèse encore plus loin. Il affirme que Mansa Aboubakari II aurait fondé une colonie au Brésil après avoir traversé l'Atlantique avec sa flotte de 2000 navires. Selon lui, certains toponymes brésiliens, comme Pernambuco, pourraient être une déformation du mot Bourbambouk, qui désigne une riche région aurifère du Mali. Diawara s'appuie également sur plusieurs éléments. La présence d'artefacts ouest-africains en Amérique du Sud, des récits indigènes évoquant des étrangers noirs ayant cohabité avec eux, l'analyse génétique de certaines populations brésiliennes qui montrent des traces anciennes d'ADN africain avant l'époque de la traite négrière. Un autre facteur clé dans ce débat est l'eurocentrisme de l'histoire officielle. Pendant des siècles, l'histoire a été écrite par les puissances coloniales européennes qui ont minimisé ou ignoré les contributions africaines et asiatiques aux grandes découvertes. Plusieurs raisons expliquent cette marginalisation. Le mythe de la supériorité européenne. Reconnaître que des Africains ont pu découvrir l'Amérique avant les Européens remettrait en cause la version traditionnelle de l'histoire. L'effacement des récits oraux africains. Contrairement aux archives écrites des Européens, de nombreuses traditions africaines reposent sur l'oralité, rendant leur transmission plus fragile face aux siècles de domination coloniale. La volonté de justifier la colonisation, en imposant l'idée que les Européens ont apporté la civilisation au reste du monde, les récits historiques ont volontairement écarté toute mention d'exploration non européenne. Aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs s'efforcent de réévaluer ces théories et d'accorder une plus grande attention aux preuves qui suggèrent une histoire du monde bien plus complexe et connectée qu'on ne le pense. Mansa Aboubakari II demeure l'un des souverains les plus mystérieux et audacieux de l'histoire africaine. Son expédition transatlantique témoigne d'une vision et d'une ambition sans précédent. Son héritage dépasse largement la seule question de savoir s'il a atteint l'Amérique. Il symbolise la capacité des civilisations africaines à repousser les frontières de la connaissance et de l'exploration. Lorsque Mansa Aboubakari II quitte le trône pour son expédition, il laisse derrière lui un empire stable, confié à son frère Mansa Moussa. Ce dernier, devenu célèbre pour son pèlerinage légendaire à la Mecque en 1324, n'a jamais mentionné une quelconque tentative de retrouver Aboubakari II ou d'envoyer une nouvelle expédition à sa recherche. Plusieurs explications sont possibles. Une transition acceptée. Dans la culture malienne, l'héritage du trône n'était pas toujours une question de succession stricte. Le fait qu'Aboubakari ait volontairement abdiqué peut signifier qu'il considérait son voyage comme une mission définitive, ne laissant aucun doute sur son intention de ne jamais revenir. Les priorités de Mansa Moussa, plutôt que de poursuivre une expédition maritime incertaine, Mansa Moussa a concentré ses efforts sur l'expansion économique et culturelle du Mali, renforçant les routes commerciales transsahariennes et établissant Tombouctou comme un centre de savoir mondial. L'idée d'un destin accompli. Il est possible que l'absence de nouvelles d'Aboubakari ait été interprétée comme un signe qu'il avait atteint son objectif, qu'il ait fondé une colonie ou qu'il ait rencontré une destinée tragique, mais honorable. Ce qui distingue Mansa Aboubakari II des autres souverains de son époque, c'est son esprit d'exploration. À une période où les grands empires étendaient leur influence principalement par la conquête militaire, lui a choisi une autre voie, celle de la découverte. Cette approche le place dans la lignée des plus grands explorateurs de l'histoire, bien avant les Européens qui marqueront le début de l'ère des grandes découvertes. Aboubakari II représente un modèle unique de leadership, alliant puissance, vision et un goût du risque rarement observé chez les monarques médiévaux. Il a osé imaginer un monde au-delà des limites connues et a pris les mesures nécessaires pour s'y rendre. Son audace,
Son refus de se contenter des frontières établies et son pari sur l'avenir en font un personnage emblématique du potentiel africain en matière de savoir et de conquête du monde. L'histoire d'Aboubakari II est plus qu'une simple anecdote historique. Elle est une source d'inspiration pour l'Afrique d'aujourd'hui. Son ambition démontre que l'exploration, la recherche scientifique et l'innovation ne sont pas des concepts étrangers au continent africain. Trop souvent, l'histoire africaine est réduite à un récit passif où les Africains subissent les événements au lieu d'en être les acteurs. L'histoire de ce Mansa oublié rappelle que l'Afrique a été une terre d'explorateurs, de bâtisseurs et de penseurs bien avant l'arrivée des Européens. Elle incite à redécouvrir les richesses intellectuelles du passé et à encourager une nouvelle génération à embrasser la curiosité scientifique et l'exploration du monde. L'Afrique a toujours été un continent de pionniers et de découvreurs. En redonnant à Aboubakari II la place qui lui revient, nous ne faisons pas seulement un acte de mémoire. Nous ouvrons la voie à une nouvelle approche de l'histoire, où l'Afrique n'est pas spectatrice, mais actrice de son destin. Si cette histoire incroyable de Aboubakari II t'a captivé et que tu veux découvrir d'autres récits fascinants sur les grandes figures et civilisations africaines, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité et te permet de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci pour ton soutien.